Donc bonjour à tous et toutes. Je suis à Étampes en effet à 15 heures une fois par mois pour commencer un cycle d'histoire de la photographie puisque, en pensant avec, Nassib Traboulsi, le patron de Déclic, comment, valoriser l'activité de galerie qui accueille pas seulement de la photographie, elle accueille du numérique, des multiples, elle accueille aussi, de la peinture, elle accueille des gravures, elle a accueilli même de la céramique, du volume, de la photo juste. Et en regardant des images de son propre, lieu de travail qui peut vous donner envie d'y venir, c'est aussi l'idée, même si on est à distance en ce moment. Je me faisais la remarque, vous connaissez peut-être cette collection qui est derrière moi, d'appareils que des tas de gens amateurs lui ont donné au fur et à mesure du temps. Ça va bien résumer notre premier épisode du jour, puisque je vais commencer une sorte d'histoire de la photo dans l'ordre chronologique, en essayant de réunir trois choses qui sont communes à leur travail, à Déclic et à moi. Alors j'ai trouvé un acronyme, c'est EPS, expertise. Je vais essayer de donner des infos très précises sur cette naissance de la photographie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui aiment bien la partie cours, et puis aller même plus loin pour ceux qui connaîtraient pas mal. Alors attendez, j'ai dit EPS, plaisir, hein, c'est-à-dire on va essayer de découvrir des choses si vous n'y connaissez rien du tout. On va voir des images, on va les partager, et ça va être l'occasion de situer des photos que vous auriez déjà vues ou découvrir des artistes que vous ne connaîtriez pas du tout. Et surprise, EPS, expertise, plaisir, surprise, c'est le fait de, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, je devrais arriver, je travaille pour vous surprendre. Et je me disais, ça fait une petite page de publicité pour les amis de Déclic, mais vous voyez, on a une collection d'appareils, voilà, c'est une sorte de surprise. Il y a toujours un truc à regarder dans ce magasin. Et en même temps, c'est la photo en question qui m'y faisait penser, agrandissement photo professionnel. On a toute la chaîne de la prise de vue jusqu'à la réalisation et le tirage. On a toute une chaîne qui est devenue très complexe. En fait, on a des images numériques qui sont tirées sur des supports qu'on regardera la prochaine fois. C'est-à-dire que le mois prochain, je continuerai sur ce développement Là, on va voir comment la photo se crée, comment elle est découverte entre guillemets, puisque c'est pas un moment unique, hein, c'est pas un jour où ça se commence et puis le lendemain il y a la photo. Tout un tas de choses qui se qui avancent doucement et je fais souvent, enfin ça fait ça fait peur à ceux qui connaissent pas, mais je fais pas un PowerPoint serré parce que j'aime bien que vous voyez le plan. Voilà, je vais montrer l'histoire de la photo. Je vais montrer, une réflexion sur cette naissance de la photo par le texte de Walter Benjamin, ça sera court et enfin je vais vous montrer Eugène Jet, un des grands photographes du tout début, de la photographie et je vais essayer d'expliquer pourquoi. L'angle que je vais prendre aujourd'hui, c'est celui de la photo comme un document, en fait, comme, enregistrement, de ce qu'il y a autour de nous. Si on a un petit temps, parce que je respire pas entre les virgules et les points, je parlerai d'Edgar Poe qui est un des premiers à collectionner, la photo et à l'importer aux États-Unis et les récits d'Edgar Poe qui s'appuient sur des indices à découvrir, puisque c'est lui qui invente, la figure du détective privé. On dit que la photo a une valeur indicielle, c'est-à-dire qu'il y a des indices cachés dedans. Il faut regarder ici, c'est une sorte de Où est Charlie pour savoir où est caché le portrait de Nassib Traboulsi, le patron de Déclic. On va regarder cette naissance de la photo parce que finalement, je disais que c'est un parcours depuis la boîte qui prend la photo jusqu'au tirage. Euh, Vous savez peut-être peu que Aristote, moins 300 avant notre ère, Alhazen, qui est né en Irak vers l'an 1000, on va dire, connaissent ce principe d'une boîte dans laquelle on fait un trou, qu'on va appeler une chambre obscure, camera oscura, dans laquelle c'est tout à fait étonnant. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous assure que c'est l'occasion de redevenir un enfant. Quand on fait un trou avec une épingle dans une boîte, l'image qui est dehors entre dans la boîte. Je vous assure que ce n'est pas une blague de fanfaron. Et en plus, cette image est inversée. Il y a des gens, des savants de Marseille, bien sûr, qui l'expliquent et c'est tout à fait fascinant. Il y a quelque chose de magique dans le fait que cette image entre dans une toute petite boîte. Cette idée-là, on la connaît depuis longtemps parce qu'on s'en est servi. Oui, c'était une planche de l'encyclopédie du 18e de Diderot d'Alembert. On s'en est servi pour recopier des choses. Vous voyez, je peux entrer, si je suis tout petit, j'entre sous cette couverture.
Et puis comme un système de périscope, la lumière, va arriver sur la petite, sur le miroir parce qu'en fait, vous avez compris que l'image est inversée. C'est ça déjà la première magie. Et vous voyez que le peintre, ici en 1746, recopie l'image. C'est un truc génial, hein, de pouvoir décalquer le réel. David Hockney, le grand peintre américain, anglais, toujours vivant, a fait tout un documentaire sur le fait que la peinture au XVIIe siècle, Vermeer par exemple, se sert vraisemblablement d'une chambre obscure, puisqu'on a des preuves avec des petits points sur les côtés comme des pixels, qui seraient la limite de précision, du verre. Et donc l'image arrive, elle se reporte, elle s'inverse, et puis sur une plaque ici, on a, le dehors, puis en gros, il n'y a plus qu'à avoir une sorte de papier calque, on va dire, pour recopier, ce qui est dehors. Ce qui est une façon de ne pas dessiner ou entre guillemets de s'appuyer sur quelque chose pour, dessiner. Donc cette idée d'une boîte fermée, elle existe depuis très longtemps et les historiens de la photo, c'est là où j'essaye de faire quelques surprises pour ceux qui connaîtraient cette histoire de la photo. En gros, la première photo, c'est 1824-1827 et pour faire court, le grand écart me semble important en France, par exemple. 1824, la première photo, on a un doute. Et le premier musée de la photographie, avant qu'elle soit reconnue comme un art, Bièvre, c'est 1970 et le statut de la photo important vraiment 1984. Donc 1824-1984, il nous faudra 150 ans qu'on ne fera pas aujourd'hui pour que la photo soit reconnue comme un art. Là, on est encore à la rencontre de tas de domaines qui intéressent tout le monde, puisqu'il y a de la chimie, pour le moment de la physique et de l'optique, et bientôt d'autres éléments de science, en fait, de sciences appliquées. Donc on a une boîte, on va mettre une plaque de verre dessus et on va trouver un système, voilà, un petit appareil photo de chez Déclic. Si vous avez eu l'idée que le moustachu sur l'affiche, c'était moi, c'est pas moi. Je suis beaucoup moins beau que Walter Benjamin. Nicéphore Niepce trouve ce système avec des premiers essais pour avoir une solution photosensible. On avait aussi découvert, on en a des traces à plein d'endroits, une matière qui, quand il y a de la lumière dessus, devient noire. Mais on n'arrivait pas à fixer ce processus. C'est-à-dire, tout devenait noir. L'image apparaissait, mais après, tout devenait noir. Il fallait arrêter ce processus, le fixer. Niepce a du mal à valider ça. Il va réussir, si vous avez l'occasion, en sortant, oui, sur sa maison à Châlons, sur la route de Lyon, en partant d'Étampes, pas très loin, hein, et il n'y a personne qui a l'idée de s'arrêter à Châlons, c'est dommage. Il y a un très beau musée Niepce, très intéressant. Et puis un festival de rue à l'occasion. Le site lui-même du musée Niepce est une petite merveille. À l'endroit où il a pris cette première photo, de l'histoire de la photo, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que ça n'a presque pas changé. On a donc notre boîte avec l'image inversée et puis un système de fixation sur une plaque de métal. Toc. Voilà, ça paraît très curieux, mais comme on voit souvent le tirage, il y a une chose qui est la boîte pour avoir la lumière, le support sur lequel l'image va se fixer, et puis le tirage, c'est-à-dire comme pour les plus anciens, vous apportez votre bobine à Déclic et puis ils vous font des photos papier. Ou la maladie de l'époque, on va y revenir dans plusieurs séances. Je fais des milliers de photos avec mon téléphone, j'ai jamais l'idée d'en faire des tirages parce que je sais que c'est dans mon téléphone. Mais c'est comme si elle n'existait pas en fait. On a donc une plaque métallique et on verra à la fin de cette première partie que l'ensemble, je vais parler 50 minutes, l'ensemble devient un objet en fait. C'est la plaque elle-même qui est exposée dans des écrins, dans des petits encadrements, des petites choses qui fait qu'on peut le montrer. C'est un objet qui est très fascinant parce qu'il a quelque chose d'un peu fantomatique. On a du mal à voir tout de suite ce que c'est. Et puis, je fais le quiz souvent pour les élèves. Alors, vous n'avez pas de micro, je vous demande pardon pour ça, mais d'où vient la lumière? Hop, vous avez une seconde dans votre tête. Est-ce qu'elle vient de la droite? Est-ce qu'elle vient de la gauche? D'où vient le soleil? En fait, sur le toit de la grange, ben, ça a l'air de venir du dessus. Sur le côté du pigeonnier, ça a l'air de venir de la gauche. Et puis, sur le toit de la sur le mur de la ferme, ça vient de la droite. Ben, le temps d'exposition est de plus de 8 heures. Donc, le soleil a le temps de faire tout un cycle. On a donc une image, attention, c'est quand même un peu important, la vue du Gras, c'est l'endroit où on se trouve. On a une image qui, pour la première fois, n'est pas faite de main d'homme, même si on a des tas de petits antécédents, notamment, et c'est pas du tout
une taquinerie pour les catholiques, mais le suaire de Turin, qui serait une image, on dit, attention, accrochez-vous, acheiroptéis, c'est-à-dire une image non faite par la main. C'est l'équivalent d'une photocopie pour nous. Et c'est ce qui fait la comparaison de la photocopie est tout à fait suffisante. Vous voyez, pendant longtemps, si vous faites une photocopie, personne ne va vous dire c'est une œuvre d'art. Je mets ma feuille, je photocopie, ou je mets ma main, ou je mets ma tête si le photocopieur ne regarde pas. J'appuie sur le bouton, il sort une image. C'est la machine qui a fait l'image. Les débuts de la photographie qui va l'empêcher longtemps d'être reconnu comme un art, et on le verra la prochaine fois, comment la photo devient un art, je vais l'amorcer là, c'est parce que c'est considéré à la fois comme un enregistrement mécanique, c'est une boîte, on retire le bouchon, il n'y a pas encore d'interrupteur, l'image rentre et puis on saisit ce qui est dedans, et à la fois parce que c'est un élément technique, c'est-à-dire il faut de la chimie, de la physique, de l'optique, des tas de choses comme ça. Donc on va longtemps considérer la photo pas du tout comme un art, comme un moyen d'enregistrement. C'est pour ça que ma comparaison de la photocopieuse me semble utile, parce que personne n'aurait la prétention de dire qu'une photocopie, c'est une œuvre. Même si des tas d'éléments commencent doucement, ne serait-ce que dans cette deuxième image qui est la table dressée aussi de Niepce. Donc on va prendre en photo, si ça dure 8 heures, des objets qui ne bougent pas. Pas de portrait, ça sera le mois prochain. La photo va devenir un art, si je vais un peu vite, par le portrait. Et on va compter sur des gens comme Nadar pour ça, pas seulement, je le montrerai. Donc le temps de pause est très long, avec des systèmes encore un peu délicats, qui font penser à, si vous avez l'occasion, je vous ai dit, prenez une boîte en carton, faites un trou dedans, vous avez un appareil photo qui commence, une boîte, une chambre obscure, qui font penser aux très belles photos qu'a faites Christian Bassot avec ce principe d'ailleurs de sténopée, c'est-à-dire une pellicule dans le fond. Bon, lui, il sait le faire, pas moi, mais vous pourriez prendre une boîte à chaussures, vous pourriez mettre un papier photo Polaroid dans le fond, vous mettez vraiment un bouchon au votre doigt, vous visez, vous retirez votre doigt, vous laissez 2 minutes, vous remettez, vous rentrez dans le noir et puis vous le faites sortir. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui a l'air d'être un enregistrement automatique, c'est d'abord un cadrage ici. Il y a des bouts dans l'image et il y a d'autres bouts qui ne sont pas dans l'image. Il n'y a pas encore de contrôle de la lumière, mais il y a une composition des objets. Voilà, il y a des cuillères, du pain, un verre. Voilà, c'est composé. Et l'air de rien, ce n'est pas qu'un enregistrement automatique du tout. Par contre, c'est beaucoup de matériel. C'est-à-dire, pendant longtemps, le temps de pause, je viens de le dire, est très très long. On ne va pas pouvoir faire d'humain tout de suite. On est en 1824 et autour de 29, Daguerre va venir l'aider, va venir aider Nicéphore Niepce, qui va vivre pas très vieux après. Voilà, vous avez le principe. Donc, une plaque de verre qu'on rentre dans le noir, un système pour cacher, et puis des optiques avec le soufflet qu'on a vu tout à l'heure qui permet une sorte de mise au point. Que voilà. Daguerre arrive, rencontre Niepce et va l'aider à finaliser cette invention incroyable de faire une image pas à la main. Alors, vous voyez, quand on regarde, il va y avoir d'ailleurs, avec des clics, notre association Préfiguration monte cette série de cycles de conférences, mais aussi avec le Christian Bassot en question, bientôt, regardez la newsletter qui est envoyée, des sorties safari photo, puisqu'on a le droit d'aller dehors et de prendre des photos, et un peu après, du tirage, en fait, de la chambre obscure, aller dans les labos, mettre des trucs, ça, c'est possible et c'est tout à fait fascinant. Alors, il y a un côté magique. Toutes les étapes, vous voyez, il y a du chaud, il y a du froid, il y a des tas d'éléments qui font que se balader en 1830 ou en 1840 pour avoir vu, il y a beaucoup de ce matériel. Il vient, les photos notamment du musée de la photo de Bièvre dans l'Essonne. Vous pouvez regarder leur site internet qui est très très bien fait. Et on va pouvoir commencer à faire de la photographie pour tout le monde, même si pour garder les produits chimiques au frais, on va, quand on fait des photos en plein désert, emmener des caisses de glaçons, des trucs incroyablement compliqués. Voilà, dépôt de cette invention, le daguerréotype, qui ne va pas s'appeler photographie tout de suite, photo, lumière, graphie, écriture, écrit par la lumière. Là aussi, il n'y a pas encore tellement d'auteur, il n'y a pas de la main de quelqu'un. J'en profite pour vous donner une petite touche d'optimisme sur la France, puisque c'est là que c'est inventé. Daguerre a l'idée de le déposer à la fois à l'Académie des sciences, puisque c'est une invention technique, à la fois à l'Académie des arts, parce qu'il a l'intuition, une intuition amusante d'ailleurs, que ça peut être un support de diffusion des images, comme des photocopies, entre guillemets.
prendre des photos de sculptures, prendre des photos de gravures, et au lieu de les recopier, prendre des photos de peinture, les diffuser de cette façon-là. C'est un des enjeux du début de la photographie, c'est celui, une fois qu'on va savoir capter ce qui est devant nous, et qui est déjà assez magique comme procédé, un système de multiples qui va permettre de diffuser l'image. Et la chose qui peut vous donner une petite touche optimiste, on en cherche, c'est que on n'est pas très loin après la Révolution française. L'Académie va décider de ne pas vraiment déposer de brevet au nom de Daguerre, mais de l'offrir à l'humanité. Si c'est pas beau de faire des choses comme ça. De penser que c'est une invention qui est trop importante pour qu'elle soit pas donnée à tout le monde. On vous embrasse, les gars. On va essayer d'assurer derrière. Un daguerréotype avec tous les effets qu'on retrouve aujourd'hui dans les sténopées d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire une espèce de, on dirait un dessin, on dit, parce qu'il y a quelque chose d'un peu flou sur les bords, que les procédés de tirage sont un peu imprécis, et puis on en parlera la prochaine fois. On est encore habitué à la peinture, et donc on a un peu, et à la gravure dans les journaux qui se sont diffusés sur ce 19e siècle, qui ont explosé. Ça va arriver que ce soit la photo qui remplace la gravure à la main, mais on a dans le processus qu'on appelle artification, c'est-à-dire comment quelque chose devient de l'art, c'est la même chose pour le cinéma, c'est la même chose pour la bande dessinée, c'est la même chose pour le jeu vidéo bientôt. C'est en cours. Il y a des critères que les sociologues ont analysés, trois. J'en parlerai la prochaine fois. Et un de ceux-là, c'est de copier l'art qui est avant, parce que ça rassure un peu de voir quelque chose qui ressemble à comment c'était avant. Donc, il y a un côté dans la gomme qui est utilisée, dans le papier qui est utilisé. On peut le faire aujourd'hui encore, même avec de la photo numérique, un côté fusain, un côté essuyé au doigt, un côté un peu flou, qui donne une vraie poésie pour nous à ces images-là. Et soit dit en passant, c'est une des fausses idées que je rencontre le plus. Là, on est en 1840, et l'impression soleil levant, c'est 1872. On me dit souvent, je le vois passer, puis c'est pas très grave, hein, on découvre que l'impressionnisme remue et montre le mouvement parce qu'elle est influencée par la photo. C'est deux fois faux. À la fois parce que la photo, justement, elle veut pas de flou, elle cherche pas du tout le flou, elle cherche pas le mouvement, elle cherche la stabilité et le point, la netteté. Et un petit stage en safari avec Monsieur Basso permettra de réviser cette histoire de netteté, même si vous êtes myope. Mais aussi, cette idée de mouvement, elle vient de l'estampe japonaise pour les impressionnistes. Et puis, je viens de le dire, en 1840, 1872, il ne faut pas prendre le 19e siècle pour des nounouilles. En 30 ans, ils ont quand même au courant que ça existait. Voilà, cette image de daguerréotype, ça, c'est lors d'une visite au musée de Bièvre que je l'apprends. Voilà, en 1850, tout le monde peut faire de la photo. Tous les gens qui ont un peu d'argent, dans des conditions très particulières, parce que en sortie, lumière, matériel, mais enfin, c'est plus quelques-uns dans un coin. Et c'est ça qui m'intéresse de montrer aujourd'hui, parce que ce système de Niepce, je l'ai pris dans le Chronique de l'Humanité, qui est un très chouette livre. Voilà, Niepce s'associe à Daguerre, ils arrivent à fixer sur une plaque de cuivre avec de l'iode et du sel marin. Et par contre, elle a un inconvénient, l'invention de Daguerre, c'est qu'elle fait un positif, c'est-à-dire la plaque de métal que je vous ai montrée, on ne peut pas la reproduire. Et aujourd'hui encore, on fait une photo de la plaque de métal pour en faire un multiple. C'est très drôle pour les demi-vieux qui m'écouteraient, c'est que cette idée d'avoir un négatif pour faire plusieurs, les gamins qui n'ont jamais vu de négatif, que j'ai en cours, qui ont 20 ans, voilà, pour le numérique, il n'y a pas d'idée de négatif de multiple, en fait. C'est l'image, cette multiplication n'a pas de sens, entre guillemets. En 1840, il y a un autre photographe qui est tout aussi important, mais comme on est un peu des franchouillards centrés, on ne s'intéresse pas aux Anglais. Il s'appelle Fox Talbot, et il a lui-même, c'était dit tout en bas, voilà, il découvre un procédé pour fixer une image négative sur un papier. La photo sur papier n'arrive pas tout de suite, elle est d'abord sur des plaques, verre, métal. Ce que Fox Talbot fait et que j'ai envie de partager avec vous parce que c'est très beau, c'est à la fois, il vient à Paris à un moment donné, il y a toutes des grandes difficultés de savoir qui est le premier, qui a trouvé le procédé en premier. Et un philosophe de la photographie qui s'appelle Wilhelm Flusser dit qu'il y a quelque chose qui est. Il est mort, il ne sera pas mécontent si je caricature sa pensée, mais il y a un truc dans l'air du temps qui fait que c'est pas que c'est dans l'air en Angleterre et en France d'inventer la photo, c'est qu'il y a des tas de gens qui cherchent cette idée d'image multiple.
parce que la gravure suffit plus et que la modernité, les recherches en chimie, en optique font que c'est en train d'arriver, en fait. Et donc, que quelque chose arrive dans plusieurs pays en même temps, c'est une confluence qui n'est pas magique, en fait, qui est un peu logique. Voilà, les premières photos de Talbot sont aussi très belles parce que, comme il y a un temps de pause très, très long, on a des images avec, on pourrait appeler ça un piqué, avec, des millions de pixels, qui fait que je pourrais zoomer dessus et avoir un rendu de chaque brin d'herbe. Ce qu'on va, ne pas avoir dans des images, un peu floues comme celle-là. Alors des éléments qui sont nets, d'autres pas. L'invention récente du nombre de pixels, transforme notre regard, en fait, transforme le zoom qu'on peut, mener sur l'ensemble. Voilà, encore des photos de Talbot parce que je voulais vous parler de cette invention, de comment techniquement elle s'est, développée, mais comment elle pose un problème de reproduction puisque c'est pas encore un multiple et c'est loin, d'être de l'art, même si ce qu'on a là, pour nous, c'en est. Il y a sans doute quelque chose du passé, quelque chose de fixé, ce qui n'existe plus, mais aussi, dans le procédé lui-même, dans les textures des noirs, dans les nuances, dans le fait aussi de prendre en photo des choses simples. Je pense quelque chose qui n'est pas que de la nostalgie, qui est un type d'image, là, elle est carrée en plus, c'est tout à fait, ça donne pas le même effet que ça. La qualité de noir, la densité, du noir fait que les gris, sont plus nuancés, c'est tout à fait, plaisant et puis il y a quelque chose qui a rapport, je le disais, avec dans les matériaux employés, avec le dessin, en fait. On a quelque chose qui a une sensualité comme le dessin. On n'est pas du tout affaire à quelque chose comme une machine. Et Talbot fait autre chose qui est très rigolo, qu'il faut faire avec vos enfants ce week-end. Le voilà, à droite, dans son atelier, anglais et on va commencer à avoir des systèmes, on est en 1845, donc je prends cette image pour montrer que, voilà, la photo s'est lancée là, ça va se diffuser et c'est ce que je voudrais expliquer aujourd'hui, c'est comment de documents, elle va déjà être en grosse diffusion. Voilà ce que fait Talbot par exemple. Non, c'est Daguerre ça. Dans l'idée qu'on puisse, s'en servir comme système de reproduction, dans les musées, il y a plein de fossiles. On peut se servir de la photographie comme, un outil de conservation et quelquefois, quand on n'a plus les objets, on est content d'avoir la photo. C'est le cas pour des peintures qui ont été détruites pendant la guerre. On a des photos et on peut conserver ça. Et aussi la diffusion par l'impression et la circulation des images. Ce que Talbot fait et qu'il faut que vous fassiez avec vos enfants, c'est, vous devez connaître ça en fait avec une photocopieuse. Alors Man Ray fera ça dans les années 1920, le surréaliste américain. C'est comme si vous mettiez sur la photocopieuse l'objet lui-même. Alors vous allez me dire, j'ai pas de photocopieuse. Prenez un scanner. Vous mettez vos clés, une épingle à nourrice, un slip, un bonnet, n'importe, et puis vous essayez de composer, vous avancez, et puis vous faites une photo. Une photo, accrochez-vous, sans appareil photo, puisque on se sert de la photosensibilité de la plaque ou du papier pour envoyer un faisceau lumineux et révéler l'image. Une image qui va beaucoup plaire aux surréalistes, justement. C'est pour ça que Man Ray, Molinagui, d'autres artistes vont s'intéresser à ces photos qui sont des documents, en fait, qui sont des systèmes d'enregistrement du monde, des essais aussi, qui ont, par leur simplicité, une jolie poésie pour nous. Et puis, une qualité graphique aujourd'hui qui est chouette, hein, parce que ça ressort, ce contraste donne presque une impression de dessin, c'est le cas de le dire, mais un dessin abstrait. Voilà, quand on met la photo et puis son inverse, c'est tout à fait sympa. Voilà, ça c'est Henry Fox Talbot. On est autour de 1840. Voilà, Trafalgar Square, vous voyez la légende, voilà le Parlement, Monsieur de Sainte-Croix, c'est pas Talbot, Victoria Albert Museum. Là, vous allez pouvoir vous régaler à la BNF, au MoMA, au Victoria Albert Museum. C'est pas du tout parce qu'on est, occupé que, je vous dis ça. On a une capacité de voir des images en ligne qui est prodigieuse et sur laquelle vous pouvez même, scanner. C'est-à-dire, zoomer, vous pouvez faire des captures d'écran, on peut avoir des images qui sont merveilleuses. Alors la fin de ma première partie, j'y arrive. Qu'est-ce qui fait, l'amorce de passer de document à art? Puisqu'on a juste un enregistrement du monde, soit directement en le posant, soit en le laissant, en pause longue. C'est pour ça qu'il y a pas grand monde dans les rues, hein, encore, puisque le temps qu'il y ait impression de l'image, 4 minutes, 8 minutes, les gens sont passés et même pour un portrait, c'est assez compliqué. Ça arrivera le mois prochain, revenez. C'est pareil, c'est un plaisir de vous accueillir. Le premier, il s'appelle Gustave Legray. Il va être le voilà, il va faire des images qui
peut-être il y a 20-30 ans, coûtait encore, allez 1 000 €. Aujourd'hui, ça vaut, 50 ou 100 et c'est entré au musée d'Orsay. Parce que il y a encore 20-30 ans, cette histoire est récente, hein. Je parle d'il y a 150 ans, la naissance de la photo, 1840, allez. Vous allez me dire, ça fait 2 siècles maintenant. Mais on a longtemps pris ces éléments comme des documents, en fait. Rien de plus, voilà, un enregistrement du monde, bon, bah, voilà, c'est, hem, les reflets de l'eau dans un château, et qu'est-ce qui est assez, impressionnant chez Gustave Le Gray? Premièrement, il a une formation de peintre. Il apprend à peindre avec de la roche, avec des Jean-Léon Gérôme, des artistes, académiques du 19e siècle, dans ces années, 1850. Là, ça il va exposer au salon, mais ça va pas marcher. Il va être, reconnu et un merveilleux photographe comme, pour sa composition, en fait. Si on rentre dans l'image, on a cette espèce de clarté qui est accentuée par le grand blanc qui est là, et puis ce bateau qui est net, précis, tout noir, foncé. Les tireurs, d'élite du studio Déclic qui me regardent savent que c'est presque impossible, en prise de vue, d'avoir un piqué comme ça noir avec un truc dégagé derrière. Bien sûr, les gars, ils ont triché. Il a fait plusieurs plaques. On a, pour ce qui est considéré comme un de ses chefs-d'œuvre, une plaque pour le ciel, c'est-à-dire il va prendre la photo du ciel avec un temps d'exposition X pour avoir des nuances de gris, prendre une photo de la mer avec un temps d'exposition Y, et puis il va sur le tirage mettre ensemble. On le voit d'ailleurs quand on le sait, parce que les beaux noirs qui sont en bas, qui donnent cette force au blanc de la vague, allez prendre en photo des vagues ou allez les dessiner, vous me direz des nouvelles si c'est fastoche. Ben, ce contraste-là d'un très très beau noir assez profond avec des nuances de gris dedans, qui fait bien ressortir le soulèvement de la vague, on n'a pas du tout ces noirs dans le ciel. Et c'est presque un peu choquant quand on le sait. Petite retouche hem, WordPress, GIMP, vite fait, ça serait peut-être mieux, hein. Gustave Le Gray, avec son sens de la composition qu'il a appris en peinture, va jouer des premiers plans noir, blanc, gris, noir, blanc. Vous voyez, toute une alternance de plans qui fait que l'image n'est pas juste une observation du monde, n'est pas juste une capture de ce qui est devant nous, mais est très composée. On va avoir un gros nuage, il faut attendre, ou alors faire du photomontage, un gros nuage sur le côté et puis, ce bâtiment qui est une merveille qui va sortir de l'image. Regardez comment il est sur la ligne d'horizon, mais pas tout à fait. Cette sortie d'image, on l'a en bas, sur la droite. Hop, c'est pas tout à fait parallèle au bord, c'est plus bas ici, ça remonte sur le côté. C'est l'occasion, si vous aimez la photo ou le dessin, de regarder comment c'est fait. On a une espèce de Z, vous voyez, hop, ça part du bas, ça monte, hop, ça remonte sur le côté, hop, ça remonte sur le côté, hop, il y a tellement de Z qu'on ne s'arrête plus, hop, et ça ressort sur le côté. On pourrait le faire comme ça, on le verra encore mieux. Toc, toc, toc. Les profs d'histoire de l'art, ça fait n'importe quoi. Hop, c'est pas tout à fait au milieu, et on a des sortes de M qui font que l'image, bien qu'elle soit en extérieur, on devrait juste capter ce qui est dehors. Gustave Le Gray fait évoluer la photographie par son talent de composition de peintre en l'amenant sur, avec des procédés qui copient de moins en moins la peinture. On dirait un peu des peintures, qualité de gris, nuance comme celle-ci, mais avec un vrai souci de ne pas être juste un documentariste, juste un enregistreur de réalité. C'est ce qui ferait la différence entre un film documentaire et une caméra de vidéosurveillance, pour le moment. Voilà, des séries de Le Gray à Chenonceau, et puis, ce vœu de Gustave Le Gray. J'aimais le vœu que la photographie, au lieu de tomber dans le domaine de l'industrie, rentre dans celui de l'art. Il va participer à ça puisqu'il suffit, d'être un système d'enregistrement, pour que ça soit un procédé et que donc pendant longtemps, les conséquences sont importantes pour les profs d'histoire de l'art notamment. Si c'est une machine et qu'on s'en fout, exemple photocopie, pas de signature sur l'œuvre, pas de nom de l'auteur, anonyme, des centaines, des millions de photos sans auteur. Donc pas de possibilité de style pour réunir les images, on ne sait pas qui les a faites. Pas de date, pas de source pour savoir où c'était, qui l'a faite, comment. Gustave Le Gray, pour finir, c'est un vrai merveilleux artiste, va faire le premier la photographie de l'impératrice Eugénie. C'est-à-dire, c'est le premier portrait officiel mondain de politique. C'est-à-dire que le le politique en France va commencer à comprendre que la photographie n'est pas qu'un système d'enregistrement, qui peut être aussi une façon de diffuser l'image. J'en profite parce que je suis évrophile, c'est-à-dire j'habite Évry
et cette histoire me passionne beaucoup. Pour vous montrer, j'ai dit, on avait de l'expertise, du plaisir, j'espère qu'on le partage, et des surprises. Olympe Aguado, son nom vous dit quelque chose si vous êtes déjà baladé à Évry, c'est parce que son père avait un château et qu'il était riche comme tout et qu'il y faisait venir Rossini, par exemple, pour composer ses opéras. Olympe, le fils, c'est chic hein, comme prénom, est élève de Gustave Legray, puisque là, on est dans les proto-historiques, hein, c'est les photographes du tout début. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, difficile de trouver des images, vous allez être surprise. Comme il habite Évry, voilà une photo de son château à Évry. Vous allez dire, on s'en fout complètement, c'est pour vous montrer à la fois que l'image est arrondie, que le piqué, c'est lui qui est en autoportrait sur sa propre image, donc l'idée de construire une image complexe avec des tas de nuances. Et puis regardez, hop, je crois que je suis sur eBay. Non, j'étais sur une salle de vente. Voilà, ça coûte 1500 euros. Autoportrait devant le perron du château de Petitbourg à Évry. Pour vous dire, c'est pas pour une œuvre. Alors, est-ce que c'est de l'art? C'est un multiple. Mais quand c'est un tirage de l'époque, ça a une valeur importante. Vous allez me dire 1500 euros, enfin, c'est quand même pas mal. Si on est nombreux sur le coup, ça va augmenter. Je voudrais vous montrer pour finir cette partie-là que les images circulent tout le temps. Et la meilleure façon de vous le montrer, c'est de vous montrer dans ces années 1860, j'ai encore avancé d'un cran, il s'appelle Disdéry, il va être le portraitiste ici de Rosa Bonheur, la merveilleuse artiste féministe qui peint des animaux, qui fait des petites merveilles juste à côté d'ici à Bie. Voilà, des portraits que j'ai trouvés sur le site de la BNF. Voilà, un petit photographe de l'empereur, boulevard des Italiens, un logo, signé en bas, même si on s'en fout un peu de qui l'a fait, mais Disdéry devient le photographe de carte de visite, reconnu, sous forme d'album, qu'on peut diffuser partout. En 1860, il y a de la photo partout, partout, partout. Et c'est le portrait qui va être un des enjeux pour qu'elle devienne artistique et pas juste un enregistrement. Parce que Disdéry, j'en ai pris un tremplin, hein. C'est tout à fait, c'est génial en vrai. On va aussi faire on a des compositions. Il faut venir chez Déclic, là vous pouvez, un petit rideau, hop, vous asseyez avec votre canne, votre chapeau, c'est pas que du portrait de la vie de tous les jours, hein. Hop, 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 on joue et on a une série d'images. L'image va devenir un moyen de diffusion de sa propre, de sa réputation en fait. C'est une occasion de le faire savoir. L'épisode qui viendra la prochaine fois, c'est celui où on parlera de Nadar, qui a un grand atelier. Lui aussi a commencé comme dessinateur, caricaturiste de grand talent, et il va devenir un des plus grands photographes de l'histoire de la photographie. Nadar est un pur génie. Dans cet atelier que vous avez sous les yeux là, en 1874, il y aura la seconde exposition impressionniste. Et je montre juste d'autres images vite fait, anonymes, pas connues, des daguerréotypes, plein de gens, des merveilles qu'on trouve partout, qui montrent que les images, elles sont partout, 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 partout. Et dans cette préhistoire de la photo, pour ceux qui connaîtraient tout ce que je viens de raconter, les chercheurs américains plutôt d'aujourd'hui, et je vais parler de Clément Chéreau qui a travaillé pour le MoMA et qui est français, qui s'occupe de la collection de photos, se rendent compte que toutes ces images anonymes participent de cette diffusion immense de l'histoire de la photographie. Voilà, parce que ce que dit dans le petit interview que je vais vous montrer Clément Chéreau, il a édité un livre qui s'appelle Vernaculaire, toutes les photos qui sont à côté, en fait, vous voyez comme ça devient un objet, on a un petit fourreau qu'on peut mettre dans sa poche, qu'on va pouvoir transporter. Je raconte souvent ça, ça a l'air très très triste, mais ça montre que le rapport fétiche à la photo est important. Il y a souvent dans ces années 1860, encore hélas, beaucoup de mortalité infantile. Quand le bébé même est mort, on le prend en photo, on le garde en photo dans la maison. Il fait partie des membres de la famille et donc il est gardé en image avec nous. Comme un bijou, en fait. C'est ce qui fait que cette dimension va aussi ralentir en un sens la prise en compte que ça soit un art. Comme tout le monde en a, tout le monde aime ça, qu'il y a des photos partout. Hein, à des clics, on a des appareils photo partout. Voilà, cette diffusion, elle est énorme. Et ce que dit Clément Chiraud, qui est très rigolo, c'est qu'il dit pourquoi est-ce que vous avez parlé de vernaculaire? De nombreuses pratiques figurent dans le livre, renvoient au domestique, c'est-à-dire à ce qui est dans la maison. Au-delà des photos amateurs, un grand nombre d'images circulent dans le cercle domestique, le portrait fait chez le photographe,
la photographie de mariage, le constat de dégâts des eaux. Voilà, il y a de la photo partout, en fait. Et c'est pas votre constat de dégâts des eaux qui fait que vous allez penser que vous êtes artiste, les gars. Vernaculaire décrit aussi des objets que les Américains appellent homemade. C'est pour ça que je montre cette petite image où on le tient dans une main, qui a l'air d'échapper au marché de la photographie. Le vernaculaire, c'est une définition à trois branches liée à l'utile et au domestique. Mais ce qu'il dit de tout à fait important et passionnant, c'est que cette catégorie de photographie est l'autre de l'art, c'est-à-dire c'est pas de l'art vraiment, c'est des photos de la vie de tous les jours. Par contre, il ajoute une remarque qui est tout à fait importante, il dit, elle n'est pas marginale. Pourquoi? Parce qu'elle est plus importante, en fait. Ces images en quantité sont bien plus importantes que la photographie dite d'art. Donc on va avoir une façon de regarder cette diffusion des images, cette quantité d'images qui se retrouvent partout, depuis très peu de temps, depuis, la théoricienne, Rosalind Krauss, une américaine qui va écrire un livre merveilleux qui s'appelle «Le photographique». On va arrêter de penser la photographie comme une œuvre, mais la circulation des images comme un fait qu'on va retrouver un peu partout. Ça, c'est aussi parce que dans les tout premiers, c'est vraiment sur une plaque et donc on est obligé de la regarder un peu en biais. Des photos, en stéréo qui fait que dans une petite machine, on va pouvoir regarder plusieurs d'un coup et puis, j'en parlerai, dans 2 mois, la photo couleur 1877. On n'est pas très loin, on est en même temps que les impressionnistes et pas mal de théoriciens, c'est aussi la relecture de cette partie vernaculaire, par exemple, comment la photo d'art est regardée vis-à-vis de toutes ces infos de photos amateurs qui est autour. Cette petite phrase qui est dans le livre de Walter Benjamin, une sorte d'intuition géniale de Paul Valéry: «Comme l'eau, comme le gaz, comme le courant électrique», on est en 1920 quand il dit ça, «viennent de loin dans nos demeures répondre à nos besoins moyennant un effort quasi nul». Voilà, tu tournes le robinet, tu as de la flotte tout de suite. «Ainsi, un jour, on va dire, serons-nous alimentés d'images visuelles ou auditives naissant et s'évanouissant au moindre geste, presque à un signe». Tout arrivera comme ça. Si je le dis vite fait, Paul Valéry a intuitivement découvert internet, bien avant tout le monde et c'est reproduit dans le livre dont je vais vous parler vite fait. Clément Chérou, voilà, avant l'avant-garde, comment cette photo, dans cette bascule, ce nœud de 1890-1940 va se transformer et ce livre qui était une petite merveille vernaculaire, c'est-à-dire toutes les photos amateurs, cartes postales, dégâts des eaux, cartes de visite, toute la pratique de la photo qui fait qu'il y a plus en quantité. Mais quel est le critère qui va dire c'est de l'art ou c'est pas de l'art, hein? Pour le moment, c'est encore un document et c'est avec ce regard-là que, Chéroux va écrire aussi un livre assez gros, tout à fait passionnant sur Walker Evans, qui est le grand photographe de la crise de 29, 30 aux États-Unis, qui va prendre en photo des pauvres gens dont vous connaissez, au moins une des photos, on la verra bientôt, mais va s'intéresser dans ce livre à tout ce que collectionne, Walker Evans à côté. C'est-à-dire, aux États-Unis, il y a, très tôt cette idée de vernaculaire, c'est-à-dire alors vernaculaire, on pourrait dire un autre mot, folk, peut-être ça pourrait être ça, hein. C'est-à-dire le fait que en France, ça mettra un peu plus de temps parce que, on va longtemps avoir, on va avoir longtemps, pardon, ignorance de ces pratiques annexes. Comme le premier musée va arriver dans les années 1970, quand la reconnaissance par les musées va arriver, on va, s'intéresser tout de suite à la photo d'art et aux artistes qui ont travaillé dessus. Aux États-Unis, on a la première exposition de photos qui va intégrer de la photo amateur comme ça, en 1944, 40 ans quasiment avant la France. Donc, ce rapport, à la photo amateur, ça aussi un merveilleux livre d'une femme photographe, merveilleuse, très facile à lire, «Photo et société», comment les photos, deviennent, les paparazzis, les journaux, comment l'image et c'est là où on peut peut-être appeler ça le photographique, comment l'image va se mettre à circuler partout. Le petit extrait de ce que dit Clément Chérou, ça vient de ce petit livre d'art presse. Je vous laisserai prendre les références juste à la fin, n'ayez pas peur. J'ai dit que ça rentrait dans 50 minutes, j'avais dit 40 minutes ou 50. Ça, c'est pas très long, il y en aura que pour 7 heures, je plaisante. Le premier qui va écrire sur l'histoire de la photo comme pensée, et je serai très bref, c'est des très petits extraits. Walter Benjamin. L'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique. On pourra déjà faire une disserte sur le titre. Il y a reproduction technique, c'est pas fait à la main, et donc l'œuvre d'art va changer. Résumé. Walter Benjamin, vous connaissez sa moustache.
Il rappelle qu'il est du principe de l'art d'être reproduit. Par exemple, vous faites des copies quand vous êtes jeune apprenti et c'est comme ça qu'on diffuse les images. Donc cette idée d'image multiple, c'est pas, c'est ancien, voilà. Principe de gravure, imprimerie, diffusion. La plus vieille gravure qu'on ait en stock, c'est une petite merveille, ça s'appelle le bois Prota 1370. C'est très beau de fragilité presque. Le tirage, toc. La matrice, le tirage. L'enjeu à venir, facile à vous résumer, c'est que comme la gravure, c'est un multiple, on peut faire plusieurs feuilles. Lequel est l'original? Il n'y en a pas. Est-ce que ça, c'est l'original? C'est la matrice. Est-ce que ça, c'est l'original? Non plus. Il y a un nombre de tirages donné. Ce que Walter Benjamin va commencer à penser, c'est que cette circulation des documents et des informations, elle est au cœur de la logique de la photo et c'est en ça qu'elle est différente de la peinture. C'est en ça qu'elle a un point commun avec le cinéma. Quand vous êtes devant un film dans une salle de cinéma, vous vous dites pas: «Je suis devant l'original». Cette idée de multiple vous va. Voilà, vers 1900, résume Benjamin, la reproduction technique atteint un niveau tel qu'elle peut s'appliquer à toutes les œuvres d'art. Mais justement, elle est en train de faire ce que je vous raconte, elle va transformer la façon de penser l'art. Exemple simple, Gustave Le Gray, on va regarder le monde autrement. Parce que ce qui manque toujours à la reproduction, c'est l'originalité, en fait. Quand c'est fait à la main, vous voyez la trace de l'auteur, en fait, vous voyez ses erreurs, vous voyez, les gouttes de sa transpiration. À partir du moment, où on n'a pas le ici, hic et nunc, le ici et maintenant, à partir du moment où si je suis devant un tableau de Raphaël, de Michel-Ange, de la Joconde, je sais non seulement que l'artiste, il y a 400 ans, l'a fait avec ses mains, mais je sais même que si ça brûle et que c'est détruit, on ne le reverra jamais. Il ne se passe pas la même chose avec la photo. Il y a un multiple et donc le rapport à l'image va plus du tout être le même. Voilà, parce que dès qu'on a un multiple, dès que ça se diffuse, on n'a plus d'originalité de la même façon. L'originalité, elle va être cachée ailleurs et je vous la montre vite fait. C'est que cette première photo, qui a l'air d'être un document de Daguerre, par la fenêtre de chez lui à Paris, boulevard du Temple, il pose son appareil photo. On pense que le temps de pose est entre 4 et 7 minutes. Il arrive donc à avoir la lumière du même côté, des détails dans lesquels on peut entrer très bien, les arbres, à quoi ressemble Paris. Et un détail merveilleux qui fait que la meilleure surprise, si vous ne la connaissez pas, c'est celle-là. Tous les gens passent, chevaux, passants, sans fixer l'image, puisque 4 minutes, il ne faudrait pas bouger, sauf lui, qui est le premier humain enregistré par une machine de l'histoire de l'humanité, un type en train de se faire cirer les chaussures. Si vous avez des capacités d'intelligence artificielle, on se demande où est le cireur de chaussures, on a des doutes sur le fait que ce soit peut-être là. Un monsieur est resté immobile, boulevard du Temple, plus de 4 minutes, en 1839. Et on a fixé son image pour toujours, le premier humain. On n'est pas encore, et j'y viendrai pas, dans le portrait. Je l'ai montré avec Disdéry pour montrer que les images vont se multiplier, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Parce que, dit Benjamin, l'authenticité n'est pas reproductible. Quand c'est un truc fait à la main unique, on ne peut pas le faire plusieurs fois. Et dès que je le fais plusieurs fois, ce n'est pas unique. Vous allez me dire, il n'est pas très malin, le Benjamin, s'il arrive à trouver ce qui est particulier à la photographie. Tout ce qui relève de l'authenticité échappe à la reproduction. J'ai scanné des petits bouts du livre L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. On ne peut pas reproduire ce qui est authentique. Et donc, c'est ce qui fait que longtemps, la photo, c'est pas de l'art puisque c'est pas fait à la main. Et là où Benjamin va nous emmener loin, et je vais essayer de nous emmener tous ensemble, c'est que la photo va avoir des procédés techniques quand elle arrête de copier la peinture. On le verra avec cette artification le mois prochain. Elle va avoir des procédés à elle, et c'est à ce moment-là qu'une discipline devient un art. Vous pensez que c'est peut-être lointain, mais la bande dessinée a beaucoup copié la peinture. Le jeu vidéo a beaucoup copié le cinéma et il continue à le faire. C'est une façon de se faire accepter, de rentrer dans l'univers visuel. Et donc la circulation des images va avec les enjeux de devenir de l'art. Par contre, un art devient un art quand il commence à avoir ses propres procédés. Et là, Walter Benjamin attire notre attention. Le ralenti. Il n'y a que la photo qui peut faire ça. Si je fais ça en dessin, si je fais ça en peinture, c'est marrant. Mais ça n'a pas la force de cette saisie immédiate du paquebot La Gascogne en 1888. Voilà, on est capable, on est 40 ans après l'invention, non, 60 ans, et on peut attraper le temps. Encore plus spectaculaire, elle est anonyme, parce que non seulement dans une attraction foraine aux États-Unis et au Colorado, on fait sauter un cheval avec quelqu'un dessus dans un bac d'eau, et le cadreur a été assez habile de se mettre au ras
pour qu'on ne voit pas qu'il y a de l'eau, donc on a l'impression qu'il y a quelque chose de que le cheval va se briser les pattes. Mais autre force, de cet instantané, c'est que si le cheval avait la tête devant le toit de la grange du public, ça serait moins spectaculaire. Il se détache sur un fond blanc uni et cette intensité du moment est encore plus, fortifiée. Ralenti qu'on peut avoir grâce à la décomposition, par l'appareil photo. Un appareil photo inventé exprès par, ici c'est Demeny, mais c'est, Muybridge ou Marey. Voilà, on peut, sur un fond noir, avoir les décompositions de l'image, du mouvement que l'œil humain ne pouvait pas voir. La photo est en train de sortir techniquement, ses atouts pour pouvoir montrer des choses qu'on ne verrait pas. Et voilà, photo de Jérusalem, 1843, tout un, tintouin emmené, par Giraud, de Prangey. Très compliqué d'emmener tout ce matériel, mais on va avoir des images où je n'irai jamais. Voilà, ici, Saxton, 1839, voilà les tout débuts, de la photo. L'image va me montrer, la photo va me montrer des lieux où je n'irai pas, va me montrer des choses que je ne peux pas voir, dans des endroits où je ne peux pas être. La reproduction technique, dernière chose, et c'est pas des moindres, va emmener par le système de reproduction, l'image ailleurs. C'est-à-dire, je ne sais pas comment c'est la Lune, je peux pas y aller, mais en plus, je peux diffuser dans des livres, ces images-là. Je peux voir comment, se passent, les guerres d'indépendance, en plein États-Unis, Roger Farnton, 1856. Je peux, parallèle que fait, Benjamin, entendre la voix enregistrée, et c'est dans les mêmes années, dans ces années, 1870-1900, entendre la voix de quelqu'un qui n'est pas là. Et l'arrivée du disque, c'est pas vieux, hein. Voilà, tous ces caractères, qu'est-ce qui se passe quand il y a multiplication? L'œuvre unique, l'œuvre faite à la main avait une aura qu'elle a perdue. On n'a plus du tout cette aura. Avant, on voyait, dans des, présentations de salons d'art, un petit un non, un grand Ingres, le Louis XVIII, présenté, par François-Joseph Heym, hem, aux autorités. On a la peinture telle que en direct, là, avec l'image multiple, plus d'original. Toute la circulation des images est partie, partout. Et c'est la nostalgie qui vous fait, collectionner des cartes postales, mais sinon, voilà. Par contre, ce que dit Benjamin, parce qu'on allait se quitter sur une touche triste, de plus en plus, l'œuvre d'art va être pensée pour être reproduite. C'est-à-dire, on va pouvoir, multiplier les images pour les faire circuler. Et évidemment, je le disais pour le cinéma, vous n'avez pas l'idée de vous dire, où est l'original? Quand on est devant une copie de cinéma, il n'y a plus d'idée d'originalité. Le cinéma, la photographie avant lui, le disque, va penser son art en fonction de cette reproductibilité technique. Voilà, le critère d'authenticité n'est plus applicable à la production artistique à partir de la photographie. Toute la fonction de l'art se trouve bouleversée. Et même la peinture, puisque je vais pouvoir faire une peinture et l'envoyer en photo à plein d'endroits. Au lieu d'être un rituel qui fait que je vais au musée, je vais voir quelque chose, elle se diffuse dans l'espace politique de tout le monde. C'est là où je m'arrête concernant Benjamin. Voilà, parce que tous ces éléments-là, il faut, pour la photographie et le cinéma, ils doivent devenir importants. Conclusion. Un petit voyage surprise. Benjamin va parler, d'un des photographes, on va dire entre 1890 et 1920, 30, allez, Eugène Adjet. Il va être, l'exacte, description de ce que je viens de vous, raconter, c'est-à-dire de la photo documentaire. Adjet va prendre en photo Paris et donc il y a plein de gens qui s'amusent, vous voyez, 1903, rue Cardinal, 2002, essayer de reconstituer, c'est assez marrant. On peut le faire partout, hein, même avec des photos d'il y a 20 ans. La photo, c'est la trace de quelque chose qui s'est passé, c'est un document qui dit: «Il y a eu ça». Rien de plus, il y a pas d'artiste là. Et le regard nostalgique que j'ai, il est pas sur l'artistique. Vous pouvez confondre votre nostalgie de dire: «C'était mieux avant, c'était joli, il y avait pas de bagnole». C'était tout sale aussi d'ailleurs, soit dit en passant, et on vivait 30 ans de moins d'espérance de vie, mais c'était joli. Ce joli, c'est pas le l'art qui est dedans. L'art qui est dedans, il va venir par autre chose. Adjet, il fait des photos pour les artistes. Et je reviens au petit, monsieur Clément Chéroux, dont j'admire beaucoup le travail. Voilà, l'histoire de la photographie est constituée de déplacements, dit-il. Voilà, photo d'Adjet, oui, le beffroi de La Rochelle, c'est la légende qui est au-dessus. Adjet faisait son métier
qui consistait à produire des documents sur le vieux Paris, musée Carnaval. Mais non des documents d'artistes, mais des documents pour artistes. Des modèles pour des illustrateurs, pour des peintres, pour des sculpteurs. Si vous êtes dessinateur de BD aujourd'hui, qu'on vous dit Jean-Michel découvre le musée Carnavalet, il faut que vous ayez des documents pour travailler. Internet est arrivé depuis, mais Adjet travaille pour des peintres, pour des graveurs. Il fait des photos bêtes, avec personne dessus, cadrées, pour être utilisées. Mais Adjet va être découvert par plusieurs époques de l'histoire de la photo en disant, mais en fait, il y a de l'art dedans. C'est juste ça que je voudrais terminer. Adjet va faire des photos des petits métiers, des petits marchands, des dames qui vendent leur charme, on va dire ça comme ça, des boulangers rue des Blancs-Manteaux dans le 4e arrondissement. Il va aussi beaucoup s'intéresser, et les surréalistes vont adorer ça, aux vitrines. Donc on a l'intérieur, l'extérieur, et puis les espèces de mannequins qui donnent une espèce d'ambiance complètement folle. Lui, il fait un document. Mais finalement, ce que dit Chéreau, qui est tout à fait juste, c'est que les surréalistes, ils voient une espèce de poésie urbaine. C'est notre regard qui change sur l'image, en fait. L'image reste un document, elle a été pensée comme ça. Et là où elle va devenir autre chose qu'un document, c'est par l'investissement que petit à petit on va y mettre, en fait, par les intentions d'artistes auteurs comme Le Gray ou comme Nadar, et par le regard d'historiens de l'art ou de collectionneurs, comme les surréalistes ici. Et puis, chez les Américains, par exemple, un goût pour le côté systématique. Dernière remarque vraiment, l'exceptionnelle importance des clichés d'Adjet, dit Walter Benjamin, qui a fixé les rues désertes de Paris autour de 1900, tient justement au fait qu'il a enregistré un processus, voilà, il a juste documenté ce qui était devant lui, vraiment bêtement, le plus simple possible, le plus lisible possible. Mais les surréalistes ont découvert ça dans les années 20, et c'est la merveilleuse photographe Bérénice Sabot qui découvre que Adjet est vivant, elle va faire son portrait. C'est un très vieux monsieur, tout le monde s'en fout. Il a vendu ses clichés, et puis voilà, c'est juste du document, comme de la photocopie, entre guillemets. Elle va en faire un portrait, et lisez la vie de Jane Adjet, c'est une merveille, c'est qu'elle va même pas avoir le temps de lui apporter son portrait fait, le mois suivant, il est mort. On a, sans savoir que ce qu'il fait est une merveille. Parce que ce que dit Benjamin, on a à juste titre dit qu'il avait photographié ces rues comme on photographie le lieu d'un crime, le lieu du crime désert, et le cliché comprend a pour but de relever des indices. Voilà. Notre regard sur la photo documentaire est transformé par le fait que on a envie d'y voir une lunette qui est pleine et une autre qui est vide. Des tas d'éléments, quand vous comprenez l'intention, il n'y a pas d'idée d'en faire de l'art, en fait. Il y a l'idée d'avoir plusieurs plans pour que ce soit lisible, et c'est ça qui m'importait de montrer aujourd'hui, un document, la circulation des images amène ce travail à Adjet, fait qu'il va être documentariste, en fait, il va prendre des photos de ce qui est devant lui. Lui, l'endroit où ça se trouve, il s'en fout. Et c'est le regard des surréalistes qui vont dire: «Mais en fait, il y a une ambiance glauque de polar qui fait qu'on se dit: "Il y a un mec mort dans le coin"». Notre regard va être transformé, et des photos d'Adjet vont servir dans un des livres de André Breton, Nadja. La conclusion qui est trop mignonne, c'est pas la conclusion, je suis en train de la faire, je vous fais découvrir, je crois, j'espère, Adjet. Adjet, il y en a des pelletés au musée d'art moderne, de New York. Et si vous regardez la capture d'écran que j'en ai faite, des choux, des dahlias, des choux carrés, tout est rangé comme une espèce d'encyclopédie visuelle. Des bananiers, il y en a plein, plein, plein. Mais la petite surprise, si personne n'a été surpris jusque-là, la voilà. Au MoMA de New York, il y a la maison Diane de Poitiers d'Étampes de 1907. Parce que le musée d'Étampes en avait fait une petite exposition très chouette. C'est sur la ligne de train, et donc Adjet, il a pris le train, il est venu à Étampes, et il a fait des photos d'ici, en 1907. Des purs documents qui à la fois ont le merveilleux de l'historique, en fait, de comment c'était avant, et nos amis historiens d'Étampes se profiteront bien, ils connaissent ces images, hein, de les faire revoir autrement. Alors, comme il y a des Étampois qui regardent, je leur laisse un petit peu, c'est quand même absolument génial, puisque le même lieu que ce qu'on connaît, le même endroit, les Étampois corrigeront, c'est la bibliothèque, je dirais bien, moi. Monsieur Wingler ou Duchesne pourrait me confirmer. Voilà, cette collection-là, l'apparition du nom Étampes dans l'histoire de la photo, à New York, au studio de Déclic. Et j'ai ajouté cette image-là qui est importante, c'est que vous voyez, elle est rendue, cette image, là on a Notre-Dame, sur une feuille, là je l'ai prise dans le musée
dans l'Institut national d'histoire de l'art, c'est une feuille avec, hem, la date, la légende dessus, c'est pas du tout une photo d'art. Voilà, c'est à quel endroit c'est, comment on se repère, il faut que ça soit bien, légendé, en fait. Il faut qu'on comprenne à quoi ça sert. On est face à une utilisation de l'image qui n'est qu'un document et cette, merveilleuse, gestion du document fait que, je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai pas besoin de développer, quelqu'un comme, Edgar Poe va se passionner pour l'histoire de la photo, va être le premier à faire un magazine aux États-Unis, sur la photographie, va importer aux États-Unis l'appareil et dans le détective privé qu'il va inventer, il y a en même temps, simultanément et mon ami Cyril Hurel, qui a fait sa thèse sur ça, c'est pas un hasard que la photo qui a des indices dedans se retrouve, au cœur de l'intérêt de Edgar Poe qui invente le détective privé qui cherche des indices. La petite façon, attention si vous voulez avoir des références, c'est le moment de saisir votre capture d'écran. Voilà les livres que j'ai utilisés. Hop, je pousse ma tête. Si vous faites capture d'écran, vous aurez La chambre claire de Roland Barthes qui est le premier qui réfléchit avec Walter Benjamin, le vernaculaire de Chéroux et le Walker Evans qui coûte plus cher à Noël, le Gisèle Freund à la bibliothèque, facile, trouvable, la photographie des histoires qui permet d'aller plus loin dans la dimension contemporaine. Un petit générique pour se quitter, le studio Déclic, le voilà, on lui fait coucou, a réalisé un petit film qui permet de découvrir tout ce qu'il sait faire. Au mois prochain. Et si vous voulez être averti du mois prochain, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à contact, Déclic.
revoir et merci.